Vous regardez Niod Info 1. Merci de nous rejoindre pour votre émission Niod Soir. Et merci de votre fidélité. Un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda a revendiqué 2 attaques samedi dernier au Mali. L'une dans la localité de Sévaré, dans le centre, l'autre dans une région proche de la frontière mauritanienne, selon 2 communiqués authentifiés ce mardi. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Vous êtes éditorialiste, avec vous, on va aborder ce sujet du Mali. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JSIM qui a affirmé l'attaque, qui a revendiqué cette attaque au Mali. L'armée est-elle toujours en difficulté face au terrorisme? C'est pas une surprise d'abord que la revendication provienne du GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est eux qui sont fortement installés dans cette zone. La deuxième raison, c'est ça leur méthode d'action. Généralement, ils s'attaquent à des symboles de l'État, au camp des militaires, etc. Donc, bien avant la revendication, une bonne partie des spécialistes les avaient désignés en disant que ça ressemble à leur mode d'action. C'est pourquoi l'authentification n'a pas été très difficile. Est-ce que ça signifie que l'armée malienne est en difficulté? Je ne crois pas. Ce que ça signifie, c'est simplement que ces groupes armés terroristes ont pris une certaine avance par rapport à nos États. On a vu l'armée malienne prendre actuellement l'offensive, personne ne discute actuellement de ça. L'armée malienne va à l'offensive alors que pendant très longtemps, on voyait l'armée malienne revenir après les attaques des groupes armés terroristes. Mais dans cette attaque, l'armée, parmi les victimes, il y a aussi des soldats. Oui, mais l'armée a riposté et il y a eu des victimes parmi les assaillants. Mais pendant un temps, quand on nommait les victimes, il n'y avait pas de victimes parmi les assaillants. C'est les militaires qui subissaient quand c'était les camps militaires ou bien les populations civiles. Cette fois-ci, ils ont réagi. Non seulement ils ont réagi, mais avec un drone, ils ont même détruit une des voitures piégées. Ce qui veut dire que c'est vrai qu'il y a eu des dégâts parce que bon, une voiture piégée, quand elle explose, c'est clair que le souffle va emporter tout ce qu'il y a autour, puisqu'il y a des populations qui sont à Bona, à pratiquement 50 km de la zone de Sévaré, qui disent avoir ressenti l'explosion. Bon, vous imaginez si ces gens-là avaient pu atteindre leur objectif, parce que ça n'a pas explosé carrément à l'aéroport, ça n'a pas explosé carrément dans le camp militaire qui était visé. Donc ça montre une armée malienne qui est là, qui est aux aguets. Mais comme on ne va jamais cesser de le dire, c'est une guerre asymétrique. Vous n'avez pas un ennemi identifié qui est à gauche, qui est à droite ou bien qui est au centre. Vous avez un ennemi qui ne porte pas de tenue, c'est le premier problème. Donc l'identifier est un problème parce que les Maliens se battent contre des Maliens. Quand ils s'habillent comme des Maliens, rien ne peut te dire que celui-là fait partie des groupes armés terroristes ou pas. Deuxième élément, ils sont extrêmement mobiles dans un Mali qui est extrêmement vaste. Mais l'armée malienne, il faut le dire clairement, ne peut pas couvrir chaque mètre carré du Mali. Et c'est pourquoi souvent, moi je dis qu'on tienne le discours de vérité aux populations. La lutte contre ces groupes ne sera pas du tout une lutte facile à cause de la forme d'abord de la guerre, mais à cause du fait également que tout le monde est d'accord aujourd'hui que dans beaucoup de nos pays, d'un point de vue effectif, d'un point de vue matériel militaire, d'un point de vue matériel de communication pour les renseignements, matériel aérien, on n'avait pas tout ce qu'il faut quand ces attaques-là sont arrivées. Mais il ne faut pas qu'on voit des attaques et qu'on dise mais ça ne va pas. Non, l'armée malienne a mené des opérations qu'elle a réussi, elle a bien communiqué sur ces opérations. C'est vrai que quand ça vient comme ça crée un vrai coup par rapport à la communication d'une armée malienne qui, comme le disait le gouvernement à chaque fois, monte en puissance. C'est comme si ça donne un coup d'arrêt à cela, mais la guerre, on ne peut pas donner des coups seulement, on en reçoit obligatoirement. Et justement, quelle est la situation des groupes djihadistes présents au Sahel? La situation est compliquée. Elle est également différente. Au Mali, quand vous prenez la partie nord, vers Ménaka, vers Gao, etc., la situation est très complexe. Puisque les groupes islamistes, les groupes armés eux-mêmes en sont arrivés à s'affronter là-bas. Et il s'agit bien sûr du GSIM dont on parle, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et de EIGS, État islamique au Grand Sahara, puisque dans cette lutte dans le Sahel, ce n'est pas seulement des groupes armés terroristes qui luttent contre nos populations, contre nos États,
mais c'est des groupes armés terroristes qui luttent entre eux également pour avoir le maximum d'espace au niveau du Sahel. Mais quand ces groupes en arrivent à s'affronter dans un espace, mais ça veut dire que dans cet espace, l'État est très peu présent, puisque l'État aurait dû les empêcher de le faire. Quand vous prenez le cas du Niger, qui est un peu le pays où militairement, très tôt, les gens s'étaient levés pour trouver une solution en acceptant l'apport des Américains, des Français, de plusieurs autres puissances. Malgré cet effort qui est fait, on a vu il y a quelques semaines, le Niger a subi des coups. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a une accalmie pendant 1 mois, pendant 2 mois, que le problème est résolu. On a vu les coups que le Niger a saisis vers la frontière avec le Mali. Le Burkina, vous avez une situation qui s'approche de celle du Mali. Le pouvoir de transition actuellement a vraiment misé sur l'armement. Ils ont reçu du matériel militaire, ils ont reçu du matériel sur le plan aérien et tout le monde a vu le résultat puisqu'ils ont fait des bombardements, ils ont repris des espaces comme Solenzo et autres. Mais comme ce qui s'est passé au Mali de temps en temps, vous avez des coups où ces groupes armés terroristes également montrent qu'ils sont encore sur le terrain. Oui, très actifs, notamment dans la zone des 3 frontières. Mais c'est tout le problème. C'est pourquoi on ne va jamais cesser de le répéter. Comment on combat le GSIM, qui est un mouvement transfrontalier. Ils ne sont pas au Mali, ils sont au Burkina. Comment on va combattre EIGS, qui est un mouvement transfrontalier? Et au lieu de se mettre ensemble pour combattre ces mouvements, chaque pays est en train de se contenter de son espace pour combattre la branche ou bien le réseau dormant qui se trouve dans son pays. Mais si c'est comme ça qu'on va mener cette guerre, c'est dommage, mais il faut le dire clairement, elle va durer et elle risque même de durer très longtemps. Le GSMI, un mouvement transfrontalier, est-ce que c'est un groupe terroriste qui dispose d'un savoir-faire militaire important? Ils ont un savoir-faire militaire, puisque pendant un temps, on a pensé à des gens qui n'ont rien compris, qui ont pris les armes, etc. Mais de plus en plus, vous avez 2 éléments. Quand vous prenez le cas du Mali, plusieurs fois avec les rébellions et autres, des gens ont quitté l'armée pour aller les rejoindre. C'est la première chose. La deuxième chose, vous avez des intellectuels qui les ont rejoints parce que nous qui sommes des spécialistes en matière de communication, quand vous regardez les œuvres qu'il donne en matière de communication, c'est un professionnel qui l'a fait. Ce n'est pas l'œuvre d'un amateur, c'est un professionnel qui l'a fait. Vous voyez un véritable travail communicationnel qui a été fait. C'est la raison pour laquelle même, depuis quelque temps, un certain nombre de médias refusent de faire passer ces éléments. Parce que c'est tellement bien fait. Quand on communique, on cherche ce qu'on appelle le feedback. Il risque d'avoir ce feedback quand vous faites passer. C'est pourquoi les gens regardent, mais après avoir regardé, on vous donne des images fixes pour ne pas que le message qu'ils veulent passer passe. Et quand c'est des communicateurs qui refusent de le faire, malgré tout ce qu'on dit sur la liberté d'expression et autres, mais c'est parce qu'on sait que le truc est très bien tracé, il risque, avec son message-là, d'atteindre une certaine cible. Mais en ce moment, on n'est plus au moment où on pensait que c'est des gens qui n'ont rien compris dans ce monde qui sont derrière. La deuxième chose, il y a la complicité qui est là. Au Burkina, cela a été dit de façon extrêmement claire à un certain moment, surtout quand le convoi qui devait attaquer le nord a été attaqué. La complicité est là, puisque plusieurs fois... Avec qui? Mais avec des populations civiles qui les aident pour le ravitaillement. Parce que la guerre, ce n'est pas les armes seulement. Ils doivent manger. Dans quel marché ils vont acheter? Ils conduisent des motos. Où ils trouvent le carburant? Ces centaines de motos qu'on les voit conduire, justement, ils ont acheté ces motos. Susciter l'intérêt des populations, des gens qui se mettent à disposition pour les accompagner. Le plus souvent, c'est l'appât du gain. C'est l'appât du gain. Quand j'étais à Ouaga la dernière fois, il y a une dame qu'on a attrapée qui leur servait une commerçante qui faisait son commerce, mais finalement qui s'est mis plutôt à leur disposition en modifiant son commerce pour qu'eux, ils puissent avoir ce qu'ils veulent. Ce qu'il a fait, c'est l'appât du gain. On a vu ici le général Yark, le ministre de la Sécurité, faire une sortie sur les populations du Nord en mettant en garde, surtout pour ce qui concerne le carburant, ceux qui se permettent de le vendre à ces groupes armés terroristes. Mais c'est ce qui s'est passé dans tous nos espaces. Sans cette complicité, ces gens ne peuvent pas se mouvoir comme il se doit à l'intérieur de nos espaces. Mais la complicité n'est pas commerciale seulement, il y a la complicité dans l'information. Au Burkina, ça fait partie de ce qui a amené le second coup d'État. Après, le convoi a été attaqué, mais c'était clair qu'il y a eu complicité. On leur a donné
du renseignement. Et là, c'est encore beaucoup plus grave quand on donne du renseignement à ces groupes armés terroristes parce que le renseignement te permet d'agir en force, d'agir en surprise. Quand on agit en force et en surprise, la cible, le plus souvent, n'a pas véritablement la capacité de résister. Vous parlez de l'appât du gain, mais est-ce que le sous-développement, la pauvreté expliquerait cette situation? Non, je crois qu'il ne faut pas exagérer. C'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'il va accepter de commercer avec un groupe armé terroriste. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'il va accepter d'être recruté par les groupes armés terroristes. Et heureusement d'ailleurs. Parce que si c'était vrai, l'Afrique est partie en fumée depuis longtemps. Parce que le nombre d'Africains qui sont pauvres, s'il fallait dire que parce qu'on est pauvre, on va accepter ce genre de choses, mais c'est les groupes armés terroristes qui vont diriger tout le continent africain. Parce que les pauvres sont particulièrement nombreux dans ce continent. Donc, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on devient nécessairement un membre de ces groupes armés terroristes ou bien un complice. Ce qui est vrai maintenant, c'est que la pauvreté fait de la personne un sujet qui est plutôt vulnérable par rapport à ces groupes. Ça, c'est une réalité. Et regardez là où les groupes se sont installés, dans une bonne partie de nos pays, c'est dans les parties du pays qui sont les plus vulnérables. Ça, c'est une réalité, c'est une donnée sociologique, ça se voit sur le terrain. C'est une réalité objective également quand on fait la géographie de là où ces gens se sont installés. Ça, c'est une réalité, mais même là où ils se sont installés, toutes les populations n'ont pas accepté. La preuve, quand ils viennent, vous avez les populations qui prennent leurs affaires et qui s'en vont. Pourtant, elles sont pauvres. Non seulement elles sont pauvres, mais en partant, elles risquent même de devenir encore beaucoup plus pauvres puisque tu laisses ta maison, tu laisses ton champ, tu laisses plein de choses pour aller carrément vers l'inconnu parce que tu n'acceptes pas de vouloir vivre et de collaborer avec ces gens malgré que tu n'as pas les moyens. Donc, vouloir faire de la pauvreté une cause comme ça de façon directe, bon, c'est ajouter des problèmes à des pauvres qui pensent certainement à autre chose qu'à prendre des armes pour rejoindre des groupes armés extrémistes. Et la réalité, les civils payent toujours le tribut. Alors, quels sont les moyens dont dispose le nouveau pouvoir en place au Mali pour les protéger? Les moyens sont limités. Avant le coup d'État, le chef d'état-major général de l'armée malienne a dit clairement devant l'Assemblée au Mali qu'il n'y a ni suffisamment d'hommes, ni suffisamment de matériel. Ben, c'était aussi bien un cri d'alarme qu'un cri de cœur de la part de quelqu'un qui est chargé de cette lutte. Ben, tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé au Mali en termes de magouilles et de corruption dans le milieu militaire. Sur le matériel acheté, il y a ce fameux hélicoptère qui n'a jamais volé, qui avait été acheté pour aller combattre les groupes armés terroristes, alors qu'en ce moment, ils avaient véritablement besoin de cet hélicoptère-là, puisque c'est cet appui aérien qui leur manquait surtout. Mais quand vous mettez tout ça ensemble, mais on comprend que dans la situation actuelle, l'armée malienne a mis du temps pour travailler à avoir les moyens qu'il faut pour la riposte qui soit proportionnelle à la menace qui se trouve sur son territoire. Mais on voit aujourd'hui le pouvoir malien aller fortement dans le sens de mettre des moyens à la disposition des militaires et ça donne du résultat. Mais comme on dit, il y a un retard, il faut que les gens puissent être patients. Ils ne peuvent pas, même si c'était leur volonté, même si c'était leur ambition, ils ne peuvent pas du jour au lendemain résoudre ce problème. Ils ne peuvent pas le faire. Le problème est complexe, il est extrêmement vaste. C'est un peu le Mali qui est infesté sur une bonne partie de son territoire. Ils ne vont pas pouvoir du jour au lendemain vaincre ces groupes. Malheureusement, le terrorisme est un mal qui touche tous les pays, beaucoup de nombre de pays en Afrique. Le Togo n'a pas non plus malheureusement été épargné ces dernières années. Quelles peuvent être les solutions africaines pour véritablement lutter contre le terrorisme en Afrique, notamment au Sahel? Il y a le président algérien que je ne considère vraiment pas comme une référence, mais qu'on peut citer ici parce qu'il a dit quelque chose avec laquelle moi je suis parfaitement d'accord. Et quand vous lisez tout ce qui travaille sur ces questions de sécurité et de terrorisme, ils le disent. Le président algérien dit que pour résoudre ce problème, il faut 80% de développement et 20% de militaires. Alors que quand on regarde ce qui se passe au niveau du Sahel, il y a à la limite 90% de militaires et 10% de développement. Oui.
On parlait de Les vulnérabilité. militaires qui dirigent aussi les pays. Oui, Sahel. ça Faso, augmente le Mali, encore, le Tchad. ça augmente encore ce qu'on appelle la réponse militaire, alors que dans toutes les rencontres internationales où on a posé ce problème de comment vaincre le terrorisme, tout le monde a dit de façon très claire que la solution militaire ne peut pas être la solution exclusive pour résoudre ce problème. Mais quand on regarde jusqu'à présent, la solution militaire est la solution qu'on a mis devant. Alors que ces milieux où ils viennent s'implanter, où ils viennent recruter, mais il faut travailler à faire en sorte qu'on puisse tarir le recrutement. Parce qu'à long terme, il n'y aura plus d'hommes en ce moment. Mais ces milieux où ils se ravitaillent, mais il faut qu'on travaille à ce que finalement, qu'ils ne soient plus en mesure de se ravitailler parce qu'on a pu travailler avec les populations au point que les populations comprennent que ce n'est pas avec ces gens qu'il faut collaborer, mais au contraire, c'est avec l'État, c'est avec les militaires qu'on doit collaborer pour combattre ces gens. Parce que eux, quand ils tuent, militaires, civils, ils ne font pas la différence. C'est des gens qui tuent sans se poser une quelconque sorte de question sur le plan moral ou sur un quelconque autre plan. Mais il faut qu'il y ait ce sursaut, d'abord au niveau de chacun de nos pays, mais au niveau africain également, parce qu'on parle tout le temps de problèmes de moyens. Pendant qu'il y a des moyens qui manquent dans certains pays, il y a d'autres pays qui ont des moyens. Peut-être pas trop, mais si on met ensemble ces moyens, que ce soit le renseignement, que ce soit ce que nous avons sur le plan aérien, que ce soit les hommes, que ce soit de l'artillerie, mais on a de quoi en Afrique au moins réduire fortement, pour ne pas dire mettre fin à cette affaire. Quand vous dites mettre ensemble les moyens, c'est aller vers des partenariats gagnant-gagnant. Mais plus qu'un partenariat, le Burkina et le Mali ont donné l'exemple tout récemment en faisant une opération conjointe sur une bonne partie de leurs frontières et ça a donné du résultat. Mais le Togo l'a fait avec le Bénin et le Burkina, ça a donné du résultat. Le Nigeria, le Cameroun, le Tchad l'ont également fait. Cela a donné du résultat. Parce que ces gens jouent sur les frontières pour se préparer dans un pays, venir commettre leurs actes dans un autre pays et aller se cacher dans un autre pays. Mais si les gens, du point de vue renseignement, du point de vue militaire, se mettent ensemble, on voit le résultat. Regardez comment le fait que le Nigeria ait travaillé avec le Cameroun et le Tchad a réduit Boko Haram. Le problème n'a pas été résolu, mais on ne voit plus Boko Haram aujourd'hui comme on voyait Boko Haram auparavant, ni au Nigeria, ni au Tchad, ni au Cameroun. Vous aviez évoqué une préoccupation, il y a une forme de complicité qui existerait sur les terrains entre population et groupes terroristes. Comment est-ce que selon vous, les États en Afrique, les pays très touchés par le terrorisme, peuvent travailler à restaurer ces relations de confiance entre État et population pour contrer justement les terroristes sur le terrain? C'est toute la problématique du développement, comme on le dit. Puisque vous avez des espaces où les populations ont l'impression que l'État a fait moins chez nous par rapport à chez d'autres. Ça crée déjà une certaine frustration. C'est les questions de justice. Inégalité sociale. Mais c'est les questions du foncier. Parce que quand on en parle, les gens parlent souvent de religion, mais quand vous allez sur le terrain, quand vous écoutez les populations parler, c'est plus d'autres problèmes qui sont soulevés que des problèmes de religion. Mais en ce moment, tant qu'on ne va pas résoudre ces problèmes, on aura toujours des populations qui auront le sentiment que ces gens-là font quelque chose. Il y a un témoignage terrible qui a été publié par une étude où quelqu'un parlait de Koufa, Amadou Koufa, en disant que c'est quelqu'un de juste, que c'est quelqu'un qui respecte les droits des gens, on leur a rendu leur terre, etc. Mais ça veut dire que dans cet espace, il y avait eu tellement d'injustice que quand quelqu'un comme celui-là vient, que tout le monde devait éviter, quand il pose des actes, ça devient des actes importants à cause de l'espace, à cause du contexte. En ce moment, il va falloir agir sur cet espace, il va falloir agir sur ces contextes pour que ces populations se reconnaissent dans un État, parce que toutes ces populations sont dans un État, d'abord, et que ces populations comprennent que ces groupes sont un danger pour tout le monde, y compris eux-mêmes, même si de façon stratégique, pendant un moment, ils peuvent avoir l'impression que ces groupes
font leur affaire en leur disant nous vous rendons vos terres, nous faisons ceci, nous faisons cela. Mais c'est une façon de leur tendre l'appât pour les avoir tout simplement de leur côté. Au Togo, pays également touché par le terrorisme, le chef de l'État, Faure Gnassingbe, a initié des projets sociaux d'accompagnement des populations touchées par le terrorisme, également des mécanismes d'indemnisation des familles des soldats tombés au front. Ce sont des initiatives que vous encouragez? Mais surtout pour ce qui concerne les militaires, nous ne pouvons pas demander à des gens d'aller au front pour nous protéger, qu'ils tombent en martyrs au niveau du front et qu'on ignore leur famille et qu'on ignore leur personne. Parce que ça, quand on le fait, c'est comme si nous ne voulons pas encourager les militaires à faire ce travail. C'est une chose qu'il faut absolument faire. J'allais dire même qu'il faut faire de façon très forte pour que les familles des militaires et les militaires comprennent que nous avons compris ce qu'ils font et nous reconnaissons la valeur. La même chose doit être faite également au niveau des populations qui sont sur place. Parce que finalement, on se rend compte que dans certaines zones, ils viennent semer le désordre. Et quand ils sèment le désordre, ils viennent recruter dans ces populations qu'on a mis dans des conditions difficiles. Bon, si on laisse ces populations, on les abandonne, mais elles vont avoir l'impression que personne ne s'occupe de nous. On en fait encore un terreau favorable pour le recrutement, ce qui crée un cycle qui ne va finalement pas finir. Ça devient un travail décisif. On ne va jamais finir avec ce travail-là. Donc c'est important, effectivement, d'un point de vue social, de faire en sorte que dans nos pays, qu'il y ait ce qu'on appelle de l'équité territoriale. Que le développement soit un développement pour tout le pays, pas pour une partie du pays. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve juste derrière pour le plateau de l'invité.